La coiffeuse qui coupait les gorges. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre futur récit qui va débuter. Nous sommes aux États-Unis, à Yulee, Yulee. Et nous débutons notre petite aventure. D'ordinaire, dans ce salon de coiffure de Ferrandina Beach, en Floride, le silence n'a pas son mot à dire. Tangles Hair Salon est un repère d'habitués, souvent des femmes d'un certain âge, qui viennent autant papoter que rafraîchir leur mise en pli. Mais cet après-midi du 12 mai 2018, l'ambiance est étrange. Seul le cliquetis des ciseaux trouble le pesant silence qui plane soudain sur le salon, tel un nuage noir dans un ciel limpide. Installées le plus loin possible l'une de l'autre, Jolene Cummings et Jennifer Sibert s'observent du coin de l'œil, tout en coiffant nerveusement chacune sa cliente. Jolene, 34 ans, est une des plus anciennes employées de l'enseigne, et de mémoire de Bigoudi, on ne l'a jamais vue dans un tel état de nervosité. Personne ne sait qu'elle reproche à sa nouvelle collègue, une cinquantenaire embauchée un mois plus tôt, mais une chose est claire, elle ne peut pas l'encadrer. C'est réciproque. À 17 heures après le départ de la dernière cliente du jour, les deux coiffeuses se retrouvent seules à seule, tandis qu'elles rangent leurs affaires en silence. Jolene décide de crever l'abcès et lâche les mots qu'elle répète à ses autres collègues depuis des semaines. Je sais que tu n'es pas celle que tu prétends, dit-elle à Jennifer, mais je vais faire mes petites recherches, ne t'inquiète pas pour ça. Les insinuations de Jolene tapent dans le mille. Sans doute Jolene Cummings a-t-elle été détective dans une autre vie. Ces insinuations tapent dans le mille, mais justement, un peu trop, comme elle va vite le découvrir à ses dépens. Le dimanche 13 mai est un jour à part pour Jolene. C'est à la fois la fête des mères et son anniversaire. Un double événement qu'elle entend célébrer dignement. Pourtant, en fin de matinée, alors que ses trois enfants l'attendent chez leur père, la jeune femme demeure introuvable et injoignable. Tout l'après-midi, ses proches font le tour des hôpitaux, des commissariats et de ses amis. En vain, le lundi 14 mai au matin, il signale sa disparition au bureau du shérif. La mère de famille a été vue pour la dernière fois au Tangleser Salon 2 jours plus tôt. C'est donc naturellement là que commencent les investigations. Sur place, une première surprise attend les enquêteurs. Jolene n'est pas là, bien entendu, mais elle n'est pas la seule coiffeuse à manquer à l'appel. Jennifer n'est pas là non plus. Ces deux-là sont-elles parties en virée ensemble sans en avertir personne? L'adresse de Jennifer est fausse. La question à peine posée, le shérif comprend qu'il vient de tirer une carte intéressante. Tous les employés du salon sont unanimes. Jolene n'a jamais caché pas son intimité envers la nou- pas son- Oula, je reprends. Jolene n'a jamais caché pas son inimitié envers la nouvelle. Elle aurait clairement refusé de boire un café avec elle. Alors un week-end ensemble, ça ne tient pas. Les policiers se font remettre l'adresse de Jennifer, mais elle est fausse. Cette histoire commence à sentir le sèche-cheveux beaucoup trop chaud, et encore plus quand le lendemain on découvre la Ford beige de Jolene sur un parking, à 15 km de Ferrandina Beach.
La vidéosurveillance montre que le véhicule est arrivé là dans la nuit du samedi au dimanche, à 1h17. Mais ce n'était pas Jolene au volant, c'était Jennifer. Un avis de recherche est diffusé. Jennifer Sibert est repérée moins de 24 heures plus tard en train de dormir dans sa propre voiture sur le bord de l'Interstate 95. Une patrouille vient l'accueillir en douceur et l'arrête officiellement pour le vol de la Ford. Mais les policiers, évidemment, deviennent un scénario plus noir. L'état de la quinquagénaire ne fait que renforcer leurs soupçons. Sibert présente des plaies et des griffures aux mains, aux bras, aux cuisses. Il lui manque une grosse touffe de cheveux sur le côté du crâne, un comble pour une coiffeuse. Il y a un problème lutte entre les deux femmes. Et c'est donc encore dans le serre-salon que les enquêteurs retrouvent illico pour rechercher les traces de cette présumée bagarre. Ils passent le salon au luminol et comprennent qu'ils ont touché le gros lot. Malgré un énergique nettoyage, il y a des traces de sang partout. Sur deux chaises, sur les murs, aux toilettes, sur le comptoir, l'aspirateur et surtout sur ce qui pourrait être l'arme du crime, une paire de ciseaux de coiffure. Les analyses confirment rapidement qu'il s'agit du sang mêlé des deux femmes. Un ongle de Jolene, reconnaissable à son vernis bleu, est également retrouvé dans une poubelle. Mais en dépit des preuves qui s'accumulent, Sibert se mure dans le silence. Dans son téléphone, la trace de recherche suspecte. Dans l'historique de son téléphone, on trouve des recherches plus que suspectes. Comment injecter quelque chose à quelqu'un à son insu? Ou encore, personne disparue, corps jamais retrouvé. En outre, à 457 reprises, la suspecte a entré le nom Jolene Cummings dans sa barre de recherche et le 4 mai, dépense inhabituelle, elle a acheté d'immenses sacs poubelles, un couteau électrique et une bouteille d'ammoniac au Walmart. Enfin, que dire de ces images de vidéosurveillance qui la montrent dans la rue traînant de gros sacs blancs jusqu'à une benne à ordures aux petites heures du dimanche 13 mai. Faute d'aveu, les policiers entreprennent de fouiller les montagnes d'immondices de la décharge de South Georgia, où le contenu de la benne a ensuite atterri. Et ils n'y découvrent rien. Mais le dossier est déjà assez épais comme ça. Jennifer Sibert est inculpée de meurtre. Des dizaines de faux documents. C'est finalement après avoir découvert sa véritable adresse et perquisitionné son logement que les enquêteurs réalisent pleinement à qui ils ont affaire. Jennifer Sibert a chez elle une dizaine de faux documents, carte d'identité, permis de conduire, formulaire administratif divers, établis à des noms différents. Mais qu'elle soit brune ou rousse, les cheveux courts avec ou sans lunettes, c'est toujours elle sur la photo. Depuis 1996, elle aurait ainsi jonglé entre au moins 17 fausses identités et déménagé 33 fois. Mais alors, ce nom de Jennifer Sibert, faux comme les autres. Elle s'appelle en réalité Kimberly Kessler. Native de Butler en Pennsylvanie, c'est au cimetière local qu'elle a choisi ses nouvelles peaux. En relevant sur les pierres tombales les noms de femmes décédées jeunes, Jennifer Sibert, la vraie, était ainsi une pauvre fille morte dans un accident de voiture à l'âge de 16 ans, mais il reste à comprendre les raisons de cette fuite en avant frénétique. Jugée en décembre 2021, Kessler prétend avoir changé de nom une première fois pour échapper à un compagnon violent et s'être ensuite laissée prendre dans l'engrenage, mais elle refuse toujours de reconnaître le meurtre. Elle est finalement condamnée à la perpétuité.
On pensait ne plus entendre parler d'elle, on se trompait. Il y a quelques jours, en effet, le shérif Flipper a laissé entendre qu'il la soupçonnait pour au moins deux autres morts inexpliquées survenues dans le comté en 2009 et 2014. Combien de clients, combien de rivales la coiffeuse tueuse a-t-elle ainsi transpercé de ses ciseaux assassins un ou par changement de peau? Le décompte ne fait peut-être que commencer. C'est la fin de l'article. Eh bien, bon, que dire de plus? D'autre à dire. Nous avons deux femmes qui ne se supportent pas et qui en viennent à fait, et puis voilà, ça finit mal. Après, est-ce que c'est normal ou pas? Pourquoi je commente d'ailleurs? Je n'ai pas besoin de commenter. Je n'ai pas besoin de travailler, ce n'est pas trop peut-être pour moi de faire ça, mais oui, bon, apparemment, si c'est une femme normale, c'est un peu à étudier. Je vais vous dire, ils sont en train de s'imaginer qu'il y a d'autres morts. Eh bien, selon ce que moi je ressens, mesdames et messieurs, le meilleur médium, qui est moi, eh bien, c'est qu'il y en aurait encore, selon les révélations de la madame, je précise, hein, parce que je suis médium, j'arrive un peu à passer là où je veux. Oui. Hmm. Eh bien, c'est un peu mystérieux, mon Dieu, quel drôle de mystère. Et ces coiffeuses-là sont quand même incroyables, vous voyez. Aucune des photos ne fait qu'elle ressemble à l'autre. C'est bizarre. Encore moins celle assise sur la chaise avec la robe verte. Alors là, on peut dire quand même que quelque part, ces femmes-là, qui sont coiffeuses, ont une sorte de transformabilité, vous voyez. Bon, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle sur cette photo. Donc c'est la même qu'ici. Oh, incroyable. Incroyable, incroyable. Un maquillage parfaitement. Oh, punaise, c'est complètement autre chose, hein. Hein. Oui. Et puis au final, on peut toujours critiquer, mais bon. Bref, toujours pour dire que selon moi, mon ressenti, c'est que cette madame qui s'appelle Kimberly dans notre récit serait, selon sa vérité, à l'auteur d'un autre décès. Vous comprenez? Ça n'intéresse personne d'autre que ceux que ça intéresse. Ce que je ressens, c'est que selon sa vérité, à celle-ci, qui s'appelle Kimberly, elle dit qu'elle en a tué une autre. Voilà, elle dit qu'elle a tué une autre femme. Si vous voulez chercher, eh bien vous cherchez, j'ai plus besoin de trop dire. Je préfère passer au sujet suivant, parce que le sujet suivant, c'est peut-être aussi intéressant. Nous sommes de retour donc en France avec Montbéliard. Nous avons maintenant notre 12e page. Bon, et nous allons revenir sur le récit de ce Montbéliard. À tout de suite.